Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien je suis contente d'être de retour avec vous. Mon crâne, j'ai eu 2 fois des suggestions comme de quoi je devrais l'appeler Ferguson. Donc je l'ai appelé Ferguson, c'est Ferguson. Mais là, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire c'est qui Ferguson? À quoi ça relie? Bref, vous me direz ça en commentaire. En novembre 2016, une jeune femme est secourue d'un conteneur de transport en Caroline du Sud. Right up on it. Give him a video. Yes. Pull that one first. All right, let them get ready. Y'all ready? Come on, guys. Back. It's jammed in here. Give me that crowbar back. Where's that? Get that big crowbar in. Right here. John, put it down here. Yeah, behind the I got it. Watch out, boss. Back up. Hey, Joey. Sheriff's officer. Sheriff's officer. What? Grab that. Back up there. Just one. Are you okay? Grab what? Go. Do you have any weapons? Coming through, okay? What's your name? What's your name, man? Lauren. Okay. All right. Just a girl. Just a girl. How are you, honey? This is bolt cutters. This is our best. He's a paramedic. Oh yeah. Okay, we're gonna get you out of there. Okay. Anybody got? I need a handcuff key. Handcuff key. I got it right here. Hold up. Y'all slide back. Hold on. La vidéo du sauvetage, elle sera vue dans le monde entier. Kayla Brown, elle était portée disparue depuis 2 mois. Donc, asseyez-vous confortablement et je vous envoie vers la vidéo. Kayla Brown, 30 ans, et Charlie Carver, 31 ans, étaient portés disparus depuis le mois d'août, depuis que leurs proches étaient inquiétés de leur absence. Ils étaient arrivés à leur appartement, avaient trouvé le chien seul, laissé à lui-même. Il n'y avait aucun téléphone cellulaire, la voiture était également envolée. Mais rapidement, il y a des curieux messages et des photos d'eux qui sont arrivés sur leur profil Facebook. Comme exemple, nous allons bien et tout et tout. Mais les parents, leurs proches et leurs parents n'y croyaient pas. Ils disaient ça, c'est sûr que c'est un imposteur. Tu sais, probablement que un de vos plus proches parents ou votre amoureux disparaît, puis vous voyez un message apparaître, on reconnaît leur écriture quand même. Là. Donc, eux autres, ils n'y croyaient pas du tout. Puis dans le fond, tout ça a commencé alors que Kayla, elle se cherchait du travail. Puis en épluchant les petites annonces, elle a vu l'annonce d'un certain Todd Kohlhepp qui cherchait une femme de ménage. Puis elle dira par la suite, Todd Kohlhepp était totalement normal. Il m'avait même dit, si tu as besoin de quelqu'un qui vient t'aider, ça me dérange pas qu'il vienne t'aider à faire le ménage, mais je vais juste payer toi. Kayla va rentrer en contact avec Todd qui va l'engager. C'est certain qu'elle ne s'imaginait pas qu'elle allait vivre les pires moments de sa vie. C'est alors que Kayla se présenta plusieurs fois chez Todd Kohlhepp, tout allait bien. Puis à un moment donné, elle a décidé d'amener de l'aide, donc Charlie, son amoureux. Puis c'est là que l'homme de 45 ans, qu'on va appeler Todd pour l'histoire, va les kidnapper tous les deux. Et il va aussi tuer Charlie de 3 balles dans la poitrine à la vue de Kayla. Kayla, elle affirma que Todd était d'un calme désappointant alors qu'il la conduisait où elle sera captive pendant 2 mois au conteneur de transport. Elle dira qu'il était d'un calme et tout et qu'il va lui dire que c'est beaucoup plus facile de contrôler quelqu'un en éliminant la personne qu'elle aime. C'est là que Kayla va être emmenée, comme je vous dis, au container de transport, puis elle va être enchaînée comme un chien avec un
gros collier avec un anneau puis une grosse chaîne. Elle va être violée. Elle va être nourrie une fois par jour. Todd, il voulait pas la tuer, là. Il voulait la garder. C'est avec l'insistance des proches qui disaient non, 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 ça ne sont pas sauvés volontairement. C'est sûr que c'est pas eux qui ont écrit ces trucs sur Facebook que la police va finir qu'à essayer de... J'ai tout le temps de la misère avec ça, de voir où est-ce qu'est le cellulaire. Voyons, maudit. Localiser le cellulaire. Ça va-tu me rentrer dans la tête? Donc, c'est ça. La police, elle va essayer de localiser le cellulaire. Et puis, le cellulaire, la dernière fois qu'il a émis un signal, c'était sur le terrain de M. Todd Kohlhepp. Donc, évidemment, la police va débarquer chez Todd, puis ils vont ratisser le terrain, puis ils vont trouver Kayla enfermée dans le container. Ils vont être obligés de scier un gros cadenas, puis en arrivant, ils vont tout de suite lui demander où est-ce qu'il est, Charlie. À quoi elle va répondre? Charlie, il est mort. Il a été tué de 3 balles dans la poitrine. Il a été enveloppé dans une bâche bleue, mis dans la pelle d'un tracteur et il a été enterré à quelque part sur le terrain. Ensuite, elle va ajouter, il y a aussi 2 autres personnes d'enterrées quelque part sur le terrain de Todd. Cut it right here. Do you know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. He shot him? Who did? Todd Kohlhepp shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and he says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. We're gonna step you out, sweet. Because there's what? Red pepper. Okay. Tell the dog people that. He says No, there's pepper everywhere. Et effectivement, après plusieurs heures d'interrogatoire avec Todd et des recherches avec les enquêteurs, ils vont trouver 2 autres corps, le corps de Johnny Joe Coxey, 29 ans, et le corps de Megan McGraw Coxey, 26 ans. Eux autres étaient tous 2 résidents de Spartanburg et il était porté disparu depuis le 22 décembre 2015. Megan avait été tuée d'une balle dans la tête et Johnny Joe d'une balle à la poitrine. Mais ce n'est pas tout. Mais ça, on va y revenir plus tard. Pour l'instant, je vais vous parler de Todd Kohlhepp. Todd Christopher Kohlhepp est né le 7 mars 1971 à Fort Lauderdale, en Floride. Il va grandir, par contre, en Caroline du Sud et en Géorgie. Ses parents y ont divorcé, il avait à peine 2 ans. Sa mère, elle va se remarier l'année suivante avec un homme qui, dans les rapports psychologiques ultérieurs, vont dire qu'il vivait une relation malsaine. Il demandait souvent à sa mère d'aller habiter chez son père. Justement, ce qu'il fera à l'âge de 12 ans, il va faire ses bagages et il va partir vivre avec son père en Arizona. Mais dès la maternelle, Todd est considéré comme un petit garçon agressif avec ses camarades. À partir de 9 ans, il n'est plus agressif, il est encore pire, il est explosif. Il va même avoir des épisodes de cruauté envers les animaux. Il va tuer un chien avec une balle dans la tête, puis il va même verser du Clorox dans l'aquarium d'un poisson rouge. À 9 ans, il va même passer 3 mois dans un hôpital psychiatrique de la Géorgie pour régler tous ses problèmes. Son père va même déclarer plus tard que Todd n'avait qu'une émotion et c'était la colère. Le 25 novembre 1986, Todd, âgé de 15 ans, va enlever une jeune fille de 14 ans à la pointe du revolver. Il va l'emmener chez lui, il va la bâillonner, l'attacher, il va la violer. Puis, alors qu'il la libère, il va dire « Si tu en parles à quelqu'un, je vais aller tuer tes plus jeunes frères et sœurs. » Heureusement, la jeune fille ne l'écoute pas et le dénonce. Donc, Todd va être accusé d'enlèvement, d'agression sexuelle et de crime envers les enfants. Il va être condamné à 15 ans de prison, puis il va être enregistré comme délinquant sexuel. En prison, il va recevoir le diagnostic de trouble de la personnalité, puis il va avoir aussi son score de QI qui est de 118. C'est assez élevé, là. Il était très brillant, brillant au mal, hein, on va se le dire. En août 2001, après 14 ans de prison, il va être libéré, puis il va s'installer à Caroline du Sud, il va aller habiter tout près de chez sa mère.
Puis au cours de ses années de prison, ben, il a étudié, puis il a obtenu un baccalauréat en informatique. Il va travailler comme graphiste de 2002 à 2003. En 2003, il recommence les études, puis il va passer un autre baccalauréat en sciences et en gestion des affaires commerciales à l'Université de la Caroline du Sud. Donc, c'est probablement à ce moment-là que ses parents ils ont poussé un soupir de soulagement, puis ils ont dû dire « Fou, il a fini qu'à se placer ». Même s'il est enregistré comme délinquant sexuel, il va quand même obtenir sa licence comme courtier immobilier en 2006. Il va aussi créer sa propre firme de courtier. Il va engager 12 courtiers. Il a également aussi sa licence de pilote privé. Bref, Todd Kohlhepp, ce n'est pas un idiot, là, question affaires et question intelligence, là, ce n'était pas un idiot. En mai 2014, Todd s'achète une grosse maison située sur un terrain de 40 hectares. Puis il va faire même poser une grosse clôture autour du terrain de 40 hectares. Clôture qui lui coûtera 80 000 $. J'aimerais beaucoup ça avoir ce budget-là. Moi, j'en ai rien qu'une toute petite. Puis en tout cas, bref. Donc, jusque-là, ses affaires allaient bien. Hein? Jusqu'en 2016, où est-ce que, comme je vous disais au départ, ils vont localiser le téléphone à Kayla sur son terrain, où ils vont découvrir tout ça. Là, il va être accusé du meurtre de Megan, de Johnny, de Charlie et de la séquestration de Kayla. Mais pendant l'interrogatoire, il va avouer un autre quadruple meurtre qui est arrivé en novembre 2003. Puis que depuis ce temps-là, c'était resté un cold case. Donc, c'est ça. En novembre 2003, Todd entre dans un concessionnaire de moto qui s'appelle Superbike Motorsport. Mon anglais s'améliore toujours pas. Il abat le propriétaire Scott Ponder. Il abat la mère du propriétaire qui était souvent là, Beverly Guy. Son mécanicien et directeur de service, Brian Lucas. Et puis un de ses employés, Chris Sherbert. C'est un client du concessionnaire qui allait souvent, qui va découvrir le carnage. Puis lui, il va arriver sur la scène de crime. Puis il va dire « Arrêtez de me niaiser, les gars, là, vous arrêtez de m'agacer. » Puis il va même donner un coup de pied à Scott pour se rendre compte que non, il n'y a pas personne qui niaisait, là. C'était vrai. Puis cette affaire, elle va rester un mystère comme tellement longtemps. Puis ça va rester un cold case pour la police parce que en étudiant le cas, ils vont se rendre compte que les gens qui ont été tués n'avaient rien fait du tout. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas d'ennemis connus, ils n'étaient pas dans le milieu de la drogue non plus. Puis en plus, il n'y avait rien qui avait été volé. Il y avait même une enveloppe remplie d'argent sur le comptoir à la vue, là. Puis ça n'avait pas été volé. Donc le vol n'était même pas possible comme mobile. Donc ils ont commencé à faire le tour de tous les proches. Il y avait un homme et une femme qui avaient été vus tout près du concessionnaire avant et après les meurtres. Puis c'était 2 toxicomanes, mais ils ont rapidement été enlevés de la liste des suspects parce que, comme on dit, il n'y a rien qui avait été volé, même l'argent était encore sur place. Ça donnait pas de mobile pour eux. Et je vous dis, le reste de l'histoire de l'enquête, c'est épouvantable. Hein? La police faisait le tour des proches, puis évidemment, la veuve de Scott, Melissa, qui était enceinte de 8 mois, elle s'en est pas sauvée non plus. Hein? Donc, Melissa va être interrogée plusieurs fois pendant plusieurs heures, y compris après la naissance du bébé qu'elle a nommé Scotty en l'honneur de en hommage à son mari décédé qui, lui, ne rencontrera jamais son enfant. Et justement, une fois, pendant l'interrogatoire, Melissa va changer la couche de son bébé, l'acheter dans les poubelles, puis bon, partir. La police va récupérer la couche du bébé pour faire des tests d'ADN à l'insu de Melissa. Test d'ADN qui va révéler que Scott n'est pas le père, mais que l'ADN correspond au mécanicien qui est Brian. Donc, Melissa va être convoquée de nouveau pour un interrogatoire. Sous le choc, elle va nier catégoriquement. Elle va dire « ça se peut pas, vous allez me refaire un deuxième test, c'est impossible, le père c'est Scott, ça peut pas être quelqu'un d'autre et tout, et tout, et tout. » Ils font un deuxième test d'ADN qui révèle la même chose. À partir de ce moment-là, Melissa va arrêter de parler aux policiers en compagnie d'un avocat. Donc, imaginez, les doutes ça a comme
été pire. Les policiers la doutaient encore plus. Les membres de sa famille ne savaient plus non plus quoi penser. 18 mois vont passer avec ce nuage de suspicion au-dessus de la tête de Melissa. C'est là que les policiers vont décider de faire d'autres tests d'ADN pour essayer de résoudre l'affaire avec les tests d'ADN de la mère de Scott, qui est Beverly. C'est là qu'ils vont se rendre compte, imaginez-vous donc, que Beverly serait pas la mère de Scott, mais elle serait la mère de Brian. Fait que 1 + 1 = 2. Nos bons enquêteurs vont réaliser que les tests d'ADN ont été échangés. Hein? Imaginez-vous, la grand-mère de Scott a eu le temps de décéder, puis elle n'a jamais su si Scotty, son arrière-petit-fils, était en fait son arrière-petit-fils. C'est épouvantable. Donc, pour revenir à notre gentil Todd, c'est au cours de plusieurs heures d'interrogatoire qu'il va avouer le quadruple meurtre non résolu aux enquêteurs, puis il va donner comme des détails que seulement la police ou le tueur savait. C'est là qu'il va aussi parler de son motif, pourquoi il a tué tous ces gens-là. Apparemment, en 2003, il avait essayé d'aller se faire rembourser une moto. Il a eu de la misère, fait que ça a été difficile et tout. Puis il dit, ah, ils se sont moqués de moi. Puis ben, c'est ça. Sa solution, ça a été comme, ben, OK, je veux toutes les abattre froidement, hein, dans un bel esprit de vengeance. Donc, c'est ça. Todd Kohlhepp, il va plaider coupable à 7 chefs d'accusation de meurtre, 4 accusations de possession d'une arme pendant un crime violent, 2 chefs de kidnapping et 1 chef d'agression sexuelle. Il va être derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Il a pris 7 sentences à vie. Puis pour s'assurer qu'après 7 sentences à vie, il ne soit pas encore vivant, ils ont donné un 60 ans supplémentaire. Puis fait amusant, je sais pas si on peut vraiment s'amuser, mais en tout cas, bref, je trouve que ça met de la légèreté un petit peu dans le sujet. Todd Kohlhepp faisait des reviews sur les boutiques ou, exemple, Amazon, quand il s'achetait ses armes, là. Il faisait des reviews comme de quoi, ben, ça a bien été, hein, cette pelle-là, elle enterre bien les corps, mais tu sais, j'en ai gardé quelques exemples, là, pour rire, là. La petite pelle pliante, il va dire, à garder dans la voiture lorsque tu dois enterrer un corps et que tu n'as pas la place pour la grande pelle. Ensuite de ça, le cadenas, où il dit que dans une chaussette, un bon coup avec le cadenas sur une victime fera de beaux dommages à cause de l'acier solide. Sur un couteau, si j'avais à tuer quelqu'un, c'est sûr que je prendrais ce couteau-là. Il est d'une grande qualité. T'sais, en tout cas, bref, genre de commentaires qu'on voit souvent sur des sites pour rire, puis probablement que personne ne les a pris au sérieux. Ils ont dû juste comme rire, c'est une blague, c'est du sarcasme, là. Mais non, pour lui, c'était vrai. Donc, c'est ça mon histoire. Kayla, pour sa part, elle s'en est sortie. Pour elle, c'est très important de dire que Todd ne l'a pas brisé. Elle continue sa vie, elle dit que Charlie lui manque énormément, mais qu'il voudrait qu'elle soit heureuse et qu'elle n'ait pas été brisée par ça. Puis, c'est ça. Elle a fait aussi quelques interviews où elle en parle, qui est très intéressant. Et c'est sûr que c'est en anglais. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Puis, c'est ça. Likez, partagez, envoyez-les partout mes vidéos. Ça va m'aider. C'est super le fun de voir que mes abonnés augmentent. Puis, ben, c'est ça. Je vous aime beaucoup. Puis, on se voit la semaine prochaine.